Imaginez pouvoir prendre le pouls d'une rivière. Bon, c'est un peu ce que fait l'hydrométrie en fait. Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre de cours universitaire pour comprendre un peu comment et pourquoi on mesure le débit des cours d'eau. Absolument. Et ce chapitre, il détaille vraiment les méthodes de jaugeage. Alors, jaugeage, ça veut dire la mesure du débit à un instant T, c'est crucial. Pas seulement pour anticiper les crues, les inondations, Oui, bien sûr. mais aussi pour gérer nos ressources en eau potable. C'est vital et parfois menacé par des étiages, vous savez, les bassauts l'été, Ouais. ou même les pollutions. Du coup, comprendre le débit, ça aide aussi à évaluer l'impact de nos activités. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter un peu ces techniques clés. Ok, alors déballons ça. Un jaugeage, donc, si j'ai bien compris, c'est comme une photo instantanée du débit. C'est ça. Mais j'imagine qu'on ne mesure pas un torrent de montagne comme on mesure un fleuve tranquille. Faut adapter, non? Exactement. Chaque cours d'eau a son caractère et il faut adapter la méthode. Alors, pour les tout petits débits, vraiment quand l'eau est bien canalisée, on a la méthode volumétrique. Oh, la plus intuitive, j'imagine, genre avec un seau. Oui, c'est la plus directe. Pour les débits, disons, jusqu'à 50, peut-être 100 litres par seconde, ça marche. On prend un récipient, on connaît son volume, V, et on mesure le temps T qu'il met à se remplir, et hop, le débit Q, c'est V sur T. Simple. Simple, précis dans ces conditions, mais bon, c'est limité à des cas très spécifiques, quoi. D'accord. Mais alors, si le débit est plus fort ou si la rivière est moins accessible, on fait comment? On va pas arriver avec une bassine géante, c'est sûr. Non, effectivement. Là, on passe à des méthodes par dilution. On dit aussi physico-chimique. Le principe, c'est d'injecter une substance connue, un traceur, Un traceur. oui, genre du sel, NaCl tout bête, ou un colorant comme la rhodamine. On connaît la concentration qu'on injecte. Et puis plus en aval, on mesure combien ce traceur s'est dilué. Logiquement, plus la dilution est grande, plus le débit est important. Malin? L'Organisation météorologique mondiale l'a recommandé d'ailleurs quand les méthodes classiques sont un peu piégeuses. Par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de fond ou si l'écoulement est très turbulent. Intéressant. Et j'ai lu aussi qu'on utilisait parfois des constructions, des aménagements permanents. Oui, tout à fait. Ça, ce sont les méthodes dites hydrauliques. Elles utilisent des ouvrages calibrés, comme des déversoirs, vous savez, ces petits seuils qu'on voit parfois. Ah oui. Ou alors des canaux spéciaux type Venturi ou Parchal. Leur forme est étudiée pour forcer l'eau à passer par ce qu'on appelle un régime critique. C'est un état d'écoulement un peu particulier où il y a une relation directe, stable, entre juste la hauteur d'eau H, mesurée à un endroit précis, et le débit Q. Ah d'accord. Ça simplifie le calcul. Voilà, la formule ressemble souvent à quelque chose comme Q égale K fois C fois H puissance N. Les coefficients K, C et N, eux, dépendent de l'ouvrage. C'est fiable, mais bon, ça demande une installation. Je vois. Mais la méthode qui vient peut-être le plus à l'esprit intuitivement, c'est quand même de mesurer la vitesse de l'eau, non? Oui, c'est le grand principe des méthodes d'exploration du champ de vitesse. L'idée de base, c'est débit égale vitesse moyenne multiplié par la surface de la section mouillée. La section mouillée, c'est l'air de la tranche d'eau, si vous voulez. Ok. Le hic, comme on dit, c'est que la vitesse, elle n'est jamais uniforme dans cette section. Ah bon? Non. L'eau va plus vite au milieu qu'au bord, près des berges. Et elle va plus vite en surface qu'en profondeur, près du fond. Donc, on ne peut pas juste mesurer en un seul point et dire « c'est ça la vitesse moyenne ». Ah oui, d'accord. Alors comment on fait pour avoir cette fameuse vitesse moyenne? Alors, l'outil historique, le plus classique, c'est le moulinet hydrométrique. C'est une petite hélice? Oui, une petite hélice dont la vitesse de rotation, en tours par seconde, est proportionnelle à la vitesse de l'eau, V. Il y a une équation de calibration, V égale A fois N plus B. Les coefficients A et B, ils sont déterminés en laboratoire pour chaque moulinet. Et sur le terrain, on mesure la vitesse en plein de points, à différentes profondeurs et sur plusieurs lignes verticales réparties sur toute la largeur de la rivière. Ah oui, ça doit être long. C'est la méthode point par point. C'est assez laborieux, oui. Et si le moulinet n'est pas utilisable? S'il y a trop de courant ou pas assez, ou s'il y a des branches qui flottent partout? Bonne question. Dans ce cas, on revient à une technique plus simple, le jaugeage au flotteur. On mesure le temps que met un objet flottant, ça peut être un truc naturel, une branche ou un flotteur artificiel, pour parcourir une distance qu'on a mesurée le long de la berge. D'accord. Ça nous donne la vitesse de surface. Mais attention, Oui. ce n'est que la surface. Donc on applique un coefficient correcteur, K. Il est souvent entre 0,4 et 0,9. Et on estime la vitesse moyenne de toute la section.
Le débit, c'est alors Q égale K fois V surface fois S. Moins précis, j'imagine. Oui, c'est moins précis que le moulinet, mais ça dépanne bien dans des conditions difficiles ou pour avoir une estimation rapide, quoi. On sent quand même qu'on progresse en technologie au fil des méthodes. Il y a des outils plus modernes que le moulinet ou le flotteur. Ah oui, bien sûr. Et le plus emblématique aujourd'hui, c'est l'ADCP. Acoustic Doppler Current Profiler. ADCP, ok. Ça vient de l'océanographie à la base. Ça utilise l'effet Doppler. Vous savez, comme le son d'une sirène qui change quand elle passe près de vous? Oui, oui. Ben là, c'est pareil, mais avec des ultrasons. L'appareil envoie des ondes sonores dans l'eau. Ces ondes ricochent sur les petites particules en suspension dans l'eau. Et la fréquence du son qui revient est modifiée par la vitesse de ces particules, donc par la vitesse de l'eau. La DCP mesure comme ça les vitesses à plein de profondeurs différentes, en même temps sur toute la verticale. Oh ouais, c'est puissant, hein. C'est un gain de temps et de détail qui est phénoménal, surtout sur les grandes rivières. Bon, il faut quand même une profondeur minimale, environ 50 cm, pour que ça marche bien. Ok. Une fois qu'on a toutes ces mesures de vitesse, que ce soit avec le moulinet ou la DCP, comment on agrège tout ça? Comment on arrive au chiffre final, le débit? C'est l'étape clé qu'on appelle le dépouillement. Comme la vitesse varie partout, on ne peut pas faire une simple moyenne arithmétique de toutes les mesures. Ce serait pas juste. Il faut intégrer ces vitesses sur toute la surface de la section mouillée. Pour ça, on utilise des méthodes mathématiques, graphiques, par exemple la méthode des paraboles où on essaie de modéliser le profil de vitesse sur chaque verticale, ou alors la méthode des isotaches. On trace des courbes d'égale vitesse, un peu comme des courbes de niveau sur une carte topographique, mais pour la vitesse de l'eau. D'accord, je vois l'idée. L'objectif final, c'est de calculer la vitesse moyenne, V moy, la plus représentative possible pour toute la section. Et une fois qu'on a V moy, le débit Q, c'est simplement V moy fois S, la surface. Et c'est en répétant ces jaugeages instantanés qu'on peut suivre l'évolution du débit au fil du temps. Et ensuite calculer des valeurs importantes comme les débits moyens par jour, par mois ou sur l'année. Ça, c'est le fameux module de la rivière. Donc on a un véritable arsenal technique en fait, hein, du simple saut à l'ultrason de pointe pour ausculter nos rivières. Le choix de l'outil dépend vraiment du patient, si on peut dire. C'est exactement ça. Chaque méthode a ses points forts, ses faiblesses, son coût aussi et son domaine d'application privilégié. Il n'y a pas une méthode qui serait universellement la meilleure. Non, l'important c'est de choisir la plus adaptée à la situation précise qu'on rencontre sur le terrain pour obtenir une mesure qui soit la plus fiable possible. Ce qui nous amène à cette citation assez interpellante de l'hydrologue Marcel Roche, qui est mentionné dans la bibliographie du cours. Une mauvaise mesure vaut mieux qu'un bon calcul. C'est un peu contre-intuitif aujourd'hui à l'ère des modèles informatiques hyper sophistiqués, non? Oui, ça interpelle, c'est vrai. Et ça pose une question fondamentale, je trouve. Dans un monde où on modélise de plus en plus, quelle est la valeur irremplaçable de cette confrontation directe au réel, de la mesure sur le terrain, même si elle comporte forcément des erreurs, des imperfections? Quelle est sa valeur face à la sophistication, parfois un peu trompeuse, d'une simulation numérique, qui repose sur des hypothèses? Qu'est-ce qu'une mesure, même mauvaise, nous apprend que le calcul, lui, ne peut pas révéler? Belle question pour réfléchir. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée. À bientôt.